12 janvier, entre Dirkou et Agadez, après 150 km d'étape, le vent se lève. Puis, c'est la tempête. Même par temps clair, le Ténéré se franchit par des balises plantées tous les kilomètres. Mais la visibilité est devenue quasi nulle et la tornade en a couché une bonne partie. Les hommes se perdent et peu de motards trouvent l'arbre du Ténéré où a lieu le ravitaillement. L'inquiétude commence à gagner. Quelques hommes poursuivent leur chemin. Hubert Auriol finit deuxième de l'étape derrière Marc Joanneau, un des hauts faits d'armes de l'histoire de l'épreuve. Mais la majorité est éparpillée dans ce grand nulle part. Certains se sont déjà préparés à y passer la nuit. L'organisation envoie les hélicos, du moins quand ils peuvent voler. Dans le Ténéré, les dunes s'élèvent en pente douce d'un côté et se rompent brusquement de l'autre. Il ne faudrait en aucun cas s'éloigner des balises, mais on ne les voit plus. Le franchissement tient de la roulette russe. Le soir, ils sont peu nombreux à atteindre Agadez. On est tombé, on a sauté des dunes, enfin on est arrivé de jour, alors c'était le principal. On est là, on est content. Où en est l'équipe Honda maintenant? Il n'y a plus que Robin qui est le neveu et les deux filles. Les trois autres sont perdus. Et Vassar et Deseul, on les a pas retrouvés. La nuit va tomber et personne ne connaît le nombre exact de concurrents égarés dans le désert. On les retrouve peu à peu, alors que l'étape du jour est déjà partie. À peu près à 80 bornes d'ici. Parce qu'on a récupéré un vent de sable terrible où il n'y a strictement rien. Toute la piste était entièrement effacée à travers la végétation. C'est vraiment la catastrophe. Quand la nuit est tombée, ça a été vraiment l'enfer. L'enfer a commencé parce qu'on ne voyait plus à 3 mètres. On a été obligé de bivouaquer parce que c'était vraiment plus raisonnable. Je crois qu'on serait vraiment parti dans la nature et très loin. Mais il manque toujours Christine Caron, Bernadette Sassy, Gilles Deheul et Philippe Vassar. Le Dakar est remis en question. 3 avions survolent le désert, mais les vents de sable rendent la recherche difficile. L'armée nigérienne est partie en reconnaissance. 72 heures s'écoulent, aucune nouvelle, aucune trace. Gilles Deheul et Philippe Vassar finissent par rallier Agadez après avoir marché plus de 60 km dans le désert. Leur balise de détresse ne fonctionnait pas. Bernadette Sassy et Christine Caron ont été recueillis par des Touaregs. Il paraît qu'aujourd'hui encore, cela reste le souvenir le plus fort de leur vie. 1983, le Ténéré vient de faire son entrée dans l'épreuve. On a arraché la roue. 14 janvier 86, 19h30. Le Dakar perd son guide. L'hélicoptère qui transportait Thierry Sabine s'est désintégré. Le choc avec la dune a eu lieu à 8 km de Gourmara-Rousse, un petit village malien sur les bords du Niger. Thierry Sabine n'était pas seul. Il y avait à bord Thierry Sabine,
Jean-Paul Le Fur, le radio, François-Xavier Bagnoux, le pilote, Daniel Balavoine et Nathalie Audan du Journal du Dimanche. Et tous les 5 sont morts. Le terrain était très très plat, il y a eu une très mauvaise visibilité. Et l'hélicoptère s'est d'abord posé une fois, et puis il a redécollé en suivant un peu les phares d'une voiture. Seulement, ils n'ont pas vu qu'à un certain moment la voiture montait, alors qu'il y avait une dune de 30 mètres, la première depuis 150 km, et l'hélicoptère s'est craché. Comme vous savez, il y avait un fort vent de sable là. Les hommes qui apprennent la nouvelle sont hagards, choqués, abattus. Le rallye est comme décapité. Pendant 24 heures, le sort de l'épreuve est incertain. Il n'y a rien à dire, je crois. Le départ reprendra demain. Le départ de la course? Oui. C'est de toute façon, on avait déjà évoqué le sujet avec Thierry auparavant, et je sais que c'est ce qu'il voulait. Le Dakar survivra donc à son créateur, un homme extraordinaire, jamais aussi bien raconté que par Jackie X. Quel charme! Quel charme, quel type, quoi. Il y a des gens comme ça, c'est un général de brigade, hein. C'est une espèce de Rommel, c'est un Montgomery, c'est des gens, on en sort un, on ne sait pas dire pourquoi, mais ils sont différents. On en sort un tous les 10 ans. L'année suivante, en 87, le cortège du Dakar lui rend hommage, sous le regard de son père qui assure la pérennité du rallye. Au pied de l'arbre perdu du Ténéré, où ses cendres ont été dispersées, il n'y a pas un bruit et beaucoup de pleurs. Mano Dayak, le célèbre chef Touareg, son ami, lui avait fait découvrir ce site grandiose. Thierry Sabine y repose désormais. On a arraché la roue. C'est ça le rallye. 1987, pour la première édition sans Thierry Sabine, deux pilotes d'exception, Hubert Auriol et Cyril Neveu, vont se disputer une formidable lutte jusqu'à Dakar. En ce 1er janvier, personne n'imagine encore assister à l'un des plus grands duels de l'histoire du rallye. Cyril Neveu a déjà gagné 4 fois l'épreuve. Hubert Auriol 2 fois. Il faut ajouter Gaston Raillet, vainqueur en 84 et 85. À eux trois, ils ont remporté toutes les éditions. Mais après s'être mêlé à la lutte, le Belge ne peut tenir le rythme extraordinaire que mènent les deux autres. Hubert Auriol gagne 2 spéciales. Je suis très content. Auriol comble son retard, Cyril Neveu domine le général. On n'en est pas encore à la moitié des 13 000 km du parcours que tout le monde commence à pressentir ce qui se joue entre les deux hommes. Et personne ne perturbe ce duel qui se met en place. Je peux prendre tout? Oui, vas-y. Laisse-nous 10 litres parce que je sais pas combien on a. Il n'y a pas 10 litres là-dedans. Hein? Il n'y a pas 10 litres là-dedans. Ah non? À chaque contrôle de passage, les deux hommes sont roue dans roue. Mais à Tombouctou, Neveu est en tête du général. Il a une demi-heure d'avance. Aujourd'hui, c'est une première. Tombouctou-Néma par une piste que nous n'avons jamais empruntée, dont René va vous entretenir dans le détail. Vous traversez un pont en bois et tout de suite après le pont en bois, c'est à droite. Alors la recommandation, vous passez vraiment au milieu d'un village de tentes. En fait, attention particulièrement là. En plus, c'est pas facile de naviguer, il y a des embranchements un peu partout. Donc allez doucement.
L'étape entre Tombouctou et Néma marque le début de l'affrontement qui va gagner en intensité jour après jour et s'inscrire à tout jamais dans l'histoire du Dakar. Sur cette étape, tout est affaire de navigation. Et déjà, Cyril Neveu cherche sa voie dans le village que René Medj mentionnait lors du bivouac. Mais il est loin d'être seul, car tous s'interrogent sur la piste à suivre. On tergiverse beaucoup. Auriol et Neveu ne se quittent pas, chacun observant l'autre et peut-être attendant la faute. Et dans cette longue séance de jardinage, Cyril Neveu finit par s'ensabler. À peu près au même moment, Hubert Auriol prend une option. C'est la bonne. Il a trouvé la porte de sortie de ce dédale. Il file vers Néma. Il est seul. Ah Hubert, apparemment t'es tout seul. J'espère, ouais. Puis j'espère que ça va durer. Pourquoi c'était dur la nave? Ouais, j'ai refait la route ce matin, puis en cherchant un puits, ils sont tous partis. Je suis tombé en rattrapant Joanneau. Et je suis passé 5e au 2e CP. Et puis après, d'un seul coup, plus de traces. Je sais pas où ils sont. Des pilotes finissent par arriver, mais Cyril Neveu n'est toujours pas là. Dans 20 secondes. Exactement. Oui. C'est toi quelle heure Oui. Dans 20 secondes. À quelle heure je suis passé alors? Attends, je vais passer. Puis il y a les 30 secondes aussi de... Non, j'ai calculé. Dans 10 secondes. Ça va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous êtes premier de Paris-Dakar. Pourvu que ça dure. Les minutes passent. La tension de la ligne d'arrivée n'atteint pas les hommes du désert qui se soucient peu de la course du temps. 40 minutes, 45, 50, 1 heure. Cyril Neveu arrive enfin. Ouais, ça fait longtemps, ça fait 1 heure qu'il arrive. Ça fait 1 heure qu'il est là. Je suis tombé, j'ai voulu rattraper le temps. Après j'ai suivi dans la poussière le Terroutsi et Gaston. Le pire c'est qu'au 2e CP j'étais devant Hubert. Après avoir 10 minutes de retard, j'étais devant lui. Comme j'avais plus de roadbook, plus de trip, j'ai suivi comme un coup. Ouais, bah voilà, Dakar il s'est joué là. Tu crois vraiment? Il y a une demi-heure d'avance maintenant. Hier c'était le contraire. Ouais. Ouais, enfin pour moi c'est cuit. Cyril Neveu, abattu, perd 41 minutes le lendemain et se retrouve à plus d'1h10 au général. Mais une ligne de chemin de fer va lui redonner espoir. C'est celle qu'emprunte le train pour acheminer le minerai de fer de Mauritanie. Entre Attar et Nouadhibou, Cyril Neveu est à plus de 160 km/h. Hubert Auriol est à l'arrêt. Il ne cesse de crever et perd un temps considérable.
Cyril Neveu ne va pas tarder à l'apprendre. C'est pas trop dur, ça, là? Non, non, et Hubert, il est loin? Il a crevé. Il a crevé? Oh putain. Cyril Neveu accélère encore. Hubert Auriol est sous pression, il prend tous les risques. Les écarts circulent de ravitaillement à ravitaillement. J'ai encore crevé. J'ai encore un quart d'heure. J'ai encore crevé. C'est combien de temps qu'il est passé l'autre? 5 ans. Le duel prend alors une intensité incroyable. Cela fait plusieurs jours que les deux hommes roulent à bloc. Mais à ce moment-là, ils sont de l'avis de tous dans une autre dimension du pilotage. Et à l'essence, quand l'hélico m'a dit qu'Hubert avait crevé, alors là, j'ai attaqué comme un calus. À cet instant, tout le monde s'interroge encore sur l'identité du leader. Je pense que 10 minutes, ça suffit. Bon. Même s'il n'y a plus que 30 secondes à Dakar, ça suffit. Toute la malchance aujourd'hui, alors. Ouais. Non, mais c'est pas normal. J'ai une tête de rayon qui a cassé, qui a percé la chambre. Ouais. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Ce qui est bien, c'est que je sois encore devant. Ça, c'est important. Lors de l'étape suivante, Cyril Neveu grappille encore 60 secondes au cours d'un nouveau mano à mano incroyable. Et au départ de l'avant-dernière étape, Auriol a 9 minutes d'avance. Cette étape n'est pas différente des autres. Les deux hommes sont seuls au monde. Cyril Neveu s'impose à Saint-Louis. Mais Auriol tarde. Cyril Neveu l'attend sur le bord de la piste. Ce retard est incompréhensible. J'ai les chevilles cassées. J'ai les chevilles cassées. Viens de la moto. Allonge-toi. Doucement, doucement. À 20 km de l'arrivée, Hubert Auriol a chuté lourdement. Et malgré les douleurs insupportables, il a continué. Je voulais remercier René pour ce rallye. C'était vraiment un rallye sublime. On s'est battu, c'était génial avec Cyril. Il est plus fort. J'arrête la moto. C'est tout ce que j'ai à dire. Cyril Neveu, qui remporte là son 5e et dernier Dakar, déclarera « Il en fallait un qui gagne. Malheureusement, ce fut moi. » On a arraché la roue. En 1988, le Dakar a bien failli s'engloutir dans le désert algérien. Pour sa 10e édition, il n'y a jamais eu autant de participants. 603 concurrents s'alignent au départ et se lâchent gaiement dans les sables de la première spéciale africaine entre El Oued et Hassim Messaoud. Cette année-là, on trouve Harry Vatanen sur une Peugeot 405 et Kankkunen sur une 205. Hubert Auriol a définitivement délaissé la moto pour un buggy. Jacques Lafitte découvre le Dakar sur une Porsche. La première étape sur le continent africain est toujours un peu particulière.
Elle est l'aboutissement de longs projets coûteux et le véritable début de l'aventure. Certains peinent, bien sûr, mais il n'y a là rien d'autre qu'une situation très normale. Pour l'organisation, la première spéciale se déroule donc plutôt tranquillement jusqu'à ce que les cadors se présentent à l'arrivée. Molto dura. Et je plais les autos, hein. Ah oui? Et les camions, alors là, je sais pas comment est-ce qu'ils vont passer. C'est très très difficile pour amateur. Oh là là, on vient de là. L'enfoiré des tables de merde. Bonjour. Je te dis que tu vas pas récupérer tout le monde tout de suite. Hein. Mais c'est faisable. C'est faisable. Il y a 2-3 passages, je peux te dire, c'est un peu de qui-tout pour passer. René Medj, le traceur du parcours, avait pourtant prévenu de la difficulté de cette étape. Mais ni lui ni les concurrents ne s'attendent à une telle galère. Ils sont rares, ceux à ne pas rester plantés plus ou moins longtemps. Hubert Auriol abandonne ici. Cyril Neveu chute et casse le guidon de sa moto. Les camions progressent encore comme ils peuvent et beaucoup commencent déjà à enterrer leurs illusions dans le désert algérien. Ça fait 3 heures qu'on essaye de pousser, qu'on tire, et là vraiment on est un peu épuisé. Vous décidez quoi alors, d'arrêter tout de suite ça? Je sais pas, pour l'instant on prend son souffle et puis on va voir, mais ça m'étonnerait qu'on puisse aller bien loin. L'étape se révèle être à la limite de l'infaisable dans ce sable qui coupe les jambes et le souffle des concurrents. Pour les camions, c'est l'enfer. Avec leur poids, il leur est quasiment impossible de franchir les dunes. Et les concurrents qui ont réussi à rallier l'arrivée devront se passer de leur assistance. Les hommes s'épuisent de leur course éperdue et de leurs vains espoirs. Lorsque la nuit tombe, le désert ressemble à un cimetière mécanique. Et dans ces dunes impitoyables, où l'on ressasse ses malheurs, la grogne commence à s'entendre au milieu de la nuit. Bon, et ton pote, on va le voir en passant. Ouais. C'est pas fait pour des amateurs. Bon, alors quand on nous a redit cette année encore que ce serait de la navigation, c'est pas de la navigation, c'est pas du pilotage, c'est un problème de puissance. Et on passe pas. Avec le sac à dos 40 litres d'essence sur une moto, on passe pas. Au petit matin, la situation n'a évidemment pas évolué et il est difficile de connaître le nombre de naufragés de cette première étape africaine. L'organisation part en reconnaissance. Qu'est-ce qui se passe sur la piste ce matin? On est perdu. On est perdu. On est arrivé, bon, on a suivi la passe là.